Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les explorations fonctionnelles de l'œsophage. Excusez-moi, un petit souci avec le PC. Donc, pour introduire le sujet, nous savons que l'œsophage a un rôle qui est purement moteur. Son rôle est d'acheminer le bol alimentaire de la bouche vers l'estomac. On a deux types d'exploration pour l'œsophage. Les explorations endoscopiques et les explorations fonctionnelles. Les explorations fonctionnelles se font toujours en deuxième intention si les explorations endoscopiques sont négatives, donc reviennent sans particularité. D'accord? Il est important de connaître, il est aussi très important de connaître l'indication de chaque exploration, ce qui est le but de la présentation d'aujourd'hui. Un petit rappel anatomique, donc nous savons que l'œsophage est un conduit qui est musculo-membraneux, qui fait 25 cm de long, qui se situe en avant de la colonne vertébrale, en arrière de la trachée. Il est subdivisé en trois parties, l'œsophage cervical, l'œsophage thoracique et l'œsophage abdominal. Il va de C6 à T10, qui font respectivement cervical 4 cm, l'œsophage thoracique qui fait 16 cm et l'œsophage abdominal qui fait 5 cm. Donc, nous avons dit que cet œsophage mesurait 25 cm, qu'il avait une lumière qui était de 2 à 3 cm de diamètre quand le bol alimentaire, en présence d'un bol alimentaire, et qu'il avait une épaisseur de 3 mm entre muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. Il est limité en haut par le sphincter supérieur de l'œsophage, qui est représenté par voilà, la jonction entre l'œsophage et par le muscle cricopharyngien, et en bas par le sphincter inférieur de l'œsophage, d'accord, qui est un sphincter qui est purement physiologique. Sur le plan histologique, nous avons trois couches principales. La couche muqueuse, la couche sous-muqueuse, voilà, et la couche musculeuse. L'œsophage possède deux couches musculeuses, la couche interne qui est circulaire et la couche externe qui est longitudinale. À noter que le tiers supérieur de l'œsophage est recouvert c'est une musculeuse striée. Le reste est une musculeuse qui est lisse. Donc, on a une musculeuse interne circulaire, une musculeuse externe qui est longitudinale, et le tiers supérieur de l'œsophage est strié. Les deux tiers inférieurs sont d'une musculature lisse. Petit rappel physiologique. Donc, l'œsophage présente deux fonctions essentielles qui sont d'assurer le temps pharyngien de la déglutition et d'acheminer le bol alimentaire de la bouche vers l'estomac, et aussi de prévenir le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire que le contenu gastrique ne remonte pas dans l'œsophage, comme vous l'a été expliqué hier lors du cours du RGO avec Dr Layada. Donc, assure le temps œsophagien en acheminant le bol alimentaire de la bouche vers l'estomac et prévient le reflux des aliments de l'estomac vers l'œsophage, voire vers la bouche. Sur le plan physiologique, au repos, l'œsophage est vide. Il ne contient rien du tout. Il n'y a pas de contraction, d'accord? On a un sphincter supérieur de l'œsophage qui est fermé, aussi bien que le sphincter inférieur de l'œsophage, grâce à des contractions toniques du muscle cricopharyngien en haut et puis du dispositif anti-reflux en bas. Lors de la déglutition, nous avons un relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage suivi par l'apparition d'une onde péristatique propulsive et enfin par une relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage qui permet l'entrée du bol alimentaire par l'estomac. Pour le sphincter supérieur de l'œsophage, en dehors de la déglutition, il est fermé grâce à une contraction tonique et permanente du muscle cricopharyngien qui délimite une zone de haute pression qui va jusqu'à 30 mm3, qui empêche l'entrée d'air dans l'œsophage et empêche aussi la régurgitation d'aliments qui sont déjà dans l'œsophage vers le pharynx et vers la bouche. Lors de la déglutition, nous avons une relaxation de ce muscle cricopharyngien qui permet ainsi l'ouverture du SSO et le passage du bol alimentaire. Concernant le corps de l'œsophage, donc au repos, il n'y a aucune activité motrice. Il est atone au repos. Avec une pression luminale qui est négative à moins 5 mm3 et qui est aussi selon les mouvements respiratoires. Lors de la déglutition, il y a l'apparition d'une onde péristatique qui se déplace le long de l'œsophage et qui propulse le bol alimentaire. Donc on a nous avons deux types d'ondes. Donc à l'arrivée du bol au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, le sphincter s'ouvre,
Le bol alimentaire arrive au niveau de l'œsophage et nous avons l'apparition de deux types d'ondes. La première onde est une onde propulsive. Elle suit l'ouverture du SSO, se propage de haut en bas à une vitesse de 2 à 4 cm par seconde, qui délimite une pression de 30 à 120 mm mercure. Nous voyons là, par tracé manométrique, les différents changements de pression le long de l'œsophage lors du passage du bol alimentaire. Nous avons un pic de pression qui peut arriver jusqu'à 120 mm mercure, comme je l'ai dit. Une seconde onde, c'est une onde de clearance qui intervient en dehors de la déglutition. Quand ça, elle est déclenchée par un reflux gastro-œsophagien ou lors d'une évacuation qui est insuffisante du bol alimentaire. On a un bol qui est passé, mais il reste quelques débris au niveau de l'œsophage. Ou bien on a un reflux, donc on a une petite remontée d'aliments au niveau de l'œsophage. Donc on a une deuxième onde qui n'est pas propulsive, elle nettoie. D'accord? Donc c'est une onde qui nettoie et qui ne se propage pas de haut en bas et qui permet la vidange totale de l'œsophage. Il faut savoir qu'il existe une troisième onde, l'onde P3, qui est physiologique chez le sujet âgé, mais qui devient pathologique chez le sujet jeune, qui est retrouvé dans certains troubles de l'œsophage, troubles moteurs de l'œsophage. Concernant le sphincter inférieur de l'œsophage, on a dit que c'était un sphincter qui était purement physiologique. Il n'a pas de structure anatomique propre. Il est constitué de l'angle de His, qui est l'angle situé entre l'œsophage et la grande courbure gastrique, les valvules de Gubarov, et aussi par le diaphragme. Voilà, le pilier droit du diaphragme. Donc ça, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. Il s'agit d'une zone de haute pression qui délimite un tonus permanent de 5 à 20 mm mercure. Il se relâche transitoirement lors de la déglutition. D'accord? Donc la déglutition, il souffre transitoirement le temps que le bol alimentaire passe dans l'estomac. Et il est sous contrôle hormonal, sous contrôle hormonal, sous contrôle médicamenteux et sous contrôle hormonal médicamenteux. C'est-à-dire que s'il y a certaines hormones qui favorisent l'augmentation de la pression au niveau du sphincter, il y en a d'autres qui diminuent la pression, donc qui favorisent plutôt un reflux. Et idem pour les médicaments. Certains médicaments diminuent la pression au niveau du SIO et favorisent le reflux. Par exemple, le contrôle hormonal, on a la gastrine, la sécrétine, qui augmente la pression au niveau du SIO, contrairement au CCK et du glucagon, qui diminue la pression au niveau du SIO. Contrôle nerveux, c'est le nerf vague, et le contrôle pharmacologique, la méthoclopramide et domperidone, qui sont des antiémétiques et qui accélèrent la vidange gastrique, disons, voilà, qui augmentent la pression au niveau du SIO. Contrairement aux barbituriques et aux anticholinergiques qui diminuent cette pression. Et les autres, comme l'alcool, le tabac, le chocolat, qui favorisent la diminution de la pression au niveau de ce sphincter. Concernant les explorations, donc on arrive aux explorations. Contexte, en fait, comment vous expliquer? Nous avons dit qu'il y avait deux types d'exploration au niveau de l'œsophage, les explorations endoscopiques et les explorations fonctionnelles. Les explorations fonctionnelles ne sont faites que si l'exploration endoscopique est sans particularité. D'accord? Donc, nous avons différents types d'exploration. Là, nous allons commencer par la pH-métrie conventionnelle. C'est un examen qui se fait en ambulatoire. D'accord? Donc, le patient vient. En fait, le traitement par IPP, c'est un patient qui vient chez vous, qui vous dit, voilà, j'ai un reflux qui ne répond pas aux IPP. D'accord? J'ai un reflux, ou j'ai des douleurs au niveau de la gorge et je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Donc, l'ORL vous l'envoie pour faire une pH-métrie. Nous allons voir après les indications. Donc, c'est un patient qui a arrêté les IPP depuis au moins 10 jours. D'accord? Il vient en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il vient la matinée à l'hôpital. On lui met une sonde via le nez, on la place à 5 cm au-dessus du cardia. D'accord? Donc 5 cm au-dessus du cardia, on laisse en suspension le bout de la sonde qui est relié à un boîtier indicateur d'événement. Pendant 24 heures, ce boîtier va mesurer tous les changements de pH durant toute la journée et le patient va indiquer durant 24 heures les différents événements. C'est-à-dire, s'il mange, il va appuyer sur le bouton manger. S'il boit, il va appuyer sur le bouton boire. S'il s'allonge, pareil. Et s'il prend ses médicaments, pareil. D'accord? Pourquoi ça? C'est pour voir s'il y a une concordance
entre la prise alimentaire et la prise médicamenteuse avec avec les épisodes de RGO. Donc, c'est un examen, on a dit, qui se faisait en 24 heures et qui mesure l'exposition acide de l'œsophage. Il doit être réalisé après un arrêt des IPP pendant 10 jours et on estime qu'il est positif si 5% de ces 24 heures, le bas œsophage est exposé à un pH qui est inférieur à 4. D'accord? Nous savons que le contenu gastrique, c'est un contenu qui est très acide. Donc, l'œsophage, ce n'est pas aussi acide que l'estomac. C'est un contenu qui n'est pas acide. Donc, si le capteur nous indique que c'est un pH qui est à 4, donc on a une remontée, cela veut dire qu'il y a une remontée du contenu gastrique vers l'œsophage. Si sur 24 heures, 5% de ce temps, le pH était inférieur à 4, et qualitative, la relation, c'est la relation symptôme-reflux. Je vous ai dit que le patient, au fur et à mesure de la journée, allait vous indiquer qu'il allait boire, apparemment il y a un problème de connexion, qu'il allait boire, qu'il allait manger et qu'il allait s'allonger. Donc on verra au fur et à mesure, est-ce que ça concorde ou pas avec les épisodes de reflux. On voit ici, voilà, le patient a son capteur, voilà, il a sa sonde qui est en place via le nez, qui est reliée au boîtier et qui va indiquer au fur et à mesure quels sont les différents événements de la journée. Là, nous avons les points, voilà, en rose. En rose, les différentes prises de repas. Donc, quand le patient mange, il est où le curseur? Voilà. Quand le patient mange, nous n'avons pas particulièrement on n'a pas, il n'y a pas de reflux. Voilà. C'est épisodique et ça ne dure pas longtemps. Donc, ce n'est pas la prise alimentaire qui est en cause dans son reflux. Nous avons là, en bleu, c'est quand le patient est allongé. Allongé, donc s'il est allongé, on voit que le pH n'est pas systématiquement inférieur à 4. Donc non, ce n'est pas aussi la prise, ce n'est pas la position en décubitus dorsal. D'accord? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on saura quel est le facteur influent dans son reflux. Quand est-ce qu'on fait cette pH-métrie? On l'a fait en cas de RGO atypique. Comme vous le savez, en cas de RGO, le RGO a un diagnostic qui est purement clinique. Donc, pas la peine de faire une endoscopie, voire une pH-métrie pour nous dire qu'il y a un RGO. Le patient vient vous dire, voilà, j'ai des brûlures rétrosternales. Brûlures rétrosternales, on lui donne un traitement pendant 4-8 semaines, selon l'indication, voilà, selon l'indication. Et s'il y a une amélioration de la symptomatologie, c'est bon. On ne va pas explorer pas. C'est pour ça qu'il vient par exemple, il ne trouve pas de cause à cette symptomatologie ORL, donc il va nous l'envoyer. Peut-être que c'est un RGO avec des manifestations atypiques. Donc, ça sera mis en évidence grâce à la pH-métrie et aussi avant une chirurgie anti-reflux pour étayer le diagnostic et pour étoffer notre dossier. On passe maintenant à la pH-métrie filaire. Donc, il s'agit du même principe que la pH-métrie conventionnelle, d'accord? Sauf que cette fois-ci, il s'agit d'un capteur que vous voyez là. Ce capteur, il est fixé 5 cm au-dessus du cardia lors d'une endoscopie normale. Donc, lors d'une endoscopie, on fait une fibroscopie. On fixe ce capteur 5 cm au-dessus du cardia et on le laisse. Donc, le patient est tranquille. Il n'a pas de fil qui pendouille sur son nez. Ce n'est pas aussi désagréable. Donc, ce qui est désagréable, c'est l'endoscopie en elle-même qui fixe le capteur et puis c'est bon. Donc, cette capsule est fixée à l'œsophage au cours d'une endoscopie digestive. Les données sont transmises par télémétrie à un boîtier externe. Même principe que la pH-métrie conventionnelle. Donc, ce qui est bien dans cette méthode, c'est qu'elle a une meilleure tolérance que la pH-métrie classique. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de sonde qui reste 24 heures, qui pendouille pendant 24 heures sur le nez du patient. Et c'est un enregistrement qui se fait que sur 48 heures, contrairement à l'autre examen qui se fait sur 24 heures. Par contre, il y a un inconvénient, bien sûr, c'est le prix.
est nettement plus cher que l'autre pH-métrie. Et il y a certains patients qui décrivent des douleurs thoraciques ainsi qu'une dysphagie. Donc, il faut peser le pour et le contre. Concernant les indications, ce sont les mêmes que pour la pH-métrie, c'est-à-dire un RGO avec des manifestations atypiques, un RGO ne répondant pas au traitement par IPP, bien conduit, et puis avant une chirurgie anti-reflux. Je répondrai aux questions au fur et à mesure, enfin, à la fin du cours, plutôt. La pH impédance métrie, troisième méthode. Troisième exploration fonctionnelle que nous allons voir. Alors, la pH impédance métrie, c'est-à-dire que ça combine deux méthodes. La pH métrie, que nous avons vu, donc mesure du pH 5 cm au-dessus du cardia, et l'impédance métrie. L'impédance métrie, elle permet la détection des épisodes de reflux en fonction des changements de résistance au courant électrique entre deux électrodes. Donc, il s'agit d'un capteur, voilà, capteur. Il y a plusieurs électrodes. Et entre ces deux électrodes, on va mesurer l'impédance. L'impédance qui est inversement proportionnelle à la conductivité. C'est-à-dire, je vous explique. Les liquides sont de bons conducteurs. D'accord? Bons conducteurs de courant. D'accord? Donc, l'impédance métrie sera basse. Les gaz sont de très mauvais conducteurs. Donc, l'impédance sera élevée. Donc, elle permet alors la détection des épisodes de reflux en fonction des changements de résistance au courant électrique entre deux électrodes. Quand un bolus liquide ou gaz se déplace entre les deux électrodes. D'accord? Ceci nous permet de préciser la nature physique, liquide, gaz, voire mixte, ou la nature chimique du reflux, acide, peu acide, non acide, grâce à la pH-métrie. Vous avez vu, on combine les deux méthodes. Et son extension par l'œsophage proximal, parce qu'il y a plusieurs électrodes qui sont disséminées sur la sonde. Donc, comme on a dit, elle permet la détection des épisodes de reflux en fonction des changements de résistance au courant électrique entre deux électrodes. Quand un bolus liquide et ou gaz se déplace entre ces deux électrodes. L'impédance est l'inverse de la conductivité. Quand un bolus liquide à haute conductivité électrique réalise un pont entre deux électrodes, voilà. Bolus liquide à haute conductivité passe entre les deux électrodes, euh, l'impédance diminue. En revanche, au contraire, en cas de bolus de gaz, dont la conductivité est très basse, il y a augmentation de l'impédance électrique. Ceci combiné à la surveillance du pH. D'accord? Donc, les indications. Quand est-ce qu'on indique cet examen? En cas de RGO persistant malgré un traitement par IPP qui est bien conduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient prend ses IPP pendant 8 semaines. Il vous dit que ça ne va pas. Vous prolongez son traitement. Ça ne va toujours pas. Pourquoi? Peut-être que ce reflux n'est pas acide, ou qu'il est peu acide, ou qu'il n'est certainement, qu'il n'est tout simplement pas liquide. D'accord? Donc voilà. Un exemple. On a un patient chez qui on a fait une pH impédance métrie. Donc on a une impédance qui est, comme vous voyez là, basse. Quand vous suivez mon curseur, c'est une impédance qui est basse. Donc c'est contrairement à la conductivité, donc c'est un liquide. Et on a le pH qui est inférieur à 4, donc c'est un reflux liquide acide. Voilà. Deuxième schéma, nous avons une impédance qui est basse, donc reflux liquide aussi, mais un pH qui est supérieur à 4, donc peu acide. On ne dit pas acide, parce que l'acidité est inférieure on considère que c'est acide quand c'est inférieur à 7, mais là c'est peu acide. C'est un bolus liquide peu acide. Troisième schéma, nous avons une conductivité qui est très élevée. Donc, il ne s'agit pas d'un liquide, il s'agit d'un gaz. Nous avons dit le gaz a une très faible conductivité, donc une très forte impédance. D'accord? Donc, c'est un bolus gazeux. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de donner des IPP. Ça ne servira à rien. Voilà. Un autre exemple, en cas d'épisode de reflux acide, nous avons une impédance liquide acide, nous avons une impédance qui est basse, donc il s'agit d'un reflux liquide, là vous avez l'impédance, et là le pH, donc de 17 à 3 c'est l'impédance, et 5 à 5 cm du cardia c'est le pH. Un pH qui est inférieur à 4, donc c'est acide, impédance basse, donc c'est liquide. Par contre, ici, nous avons une impédance qui est basse, donc c'est liquide, avec un pH qui est supérieur à 4, donc on a un reflux qui est liquide mais non acide. Je vais juste un coup d'œil aux questions.
Oui, elle reste, bon, je répondrai tout à l'heure, sinon ça va m'embrouiller. Concernant la manométrie œsophagienne, donc troisième méthode, la manométrie non, la quatrième méthode, manométrie œsophagienne. Donc on a parlé de la pH-métrie, pH-métrie Bravo, celle qui, voilà, la pH-métrie Bravo, et puis la pH-impédance-métrie, maintenant la manométrie œsophagienne. Manométrie, mano, c'est pression. Qui dit manométrie, donc mesure de la pression. D'accord? Donc le but est d'enregistrer les différents changements de pression intraluminale dans divers segments de l'œsophage. Du pharynx, sphincter supérieur de l'œsophage, le corps de l'œsophage et le sphincter inférieur de l'œsophage. Elle étudie les pressions de repos et après la déglutition. Donc il s'agit d'un moyen d'investigation des troubles moteurs de l'œsophage. D'accord? Comment on fait? C'est un examen qui dure 30 minutes. Le patient est à jeun depuis au moins 6 heures, comme pour une endoscopie usuelle. Et il est en décubitus dorsal. Donc on a un patient qui vient, qui a un problème qui me dit, voilà, j'ai des douleurs rétrosternales. Il est parti chez le cardiologue. Le cardiologue a éliminé toute cause cardiaque, donc ECG, tout est bon. Donc il nous l'envoie. Peut-être c'est un trouble moteur de l'œsophage que vous verrez demain, je pense, avec professeur Buffosier. Trouble moteur de l'œsophage, donc le trouble moteur, c'est un problème de pression, un problème de contractilité, donc un problème de pression à l'intérieur de l'œsophage. Donc le patient vient chez vous, il faut le prévenir, voilà, c'est un examen qui ne va pas durer longtemps, vous devez venir à jeun, et le patient est en décubitus dorsal. On introduit dans l'œsophage via la narine, comme pour la pH-métrie, une sonde qui est fine, avec des capteurs de pression qui sont espacés de 5 cm, voilà. Voilà, une sonde qui est fine avec différents capteurs de pression espacés de 5 cm jusqu'à l'estomac. Une fois dans l'estomac, le cathéter est retiré doucement et progressivement. Donc, on retire doucement et progressivement et on demande au patient pardon, on demande aux patients de déglutir au fur et à mesure. D'accord? Donc, on retire et là, on a un enregistrement de pression au fur et à mesure. Vous voyez? Vous voyez ici, il y a une augmentation de la pression, ça veut dire que l'onde péristatique est arrivée à ce niveau-là. La pression est mesurée au niveau du pharynx, sphincter supérieur de l'œsophage, sphincter inférieur de l'œsophage, au repos et lors de la déglutition, ainsi qu'à plusieurs endroits dans l'œsophage, afin d'apprécier la réponse à la déglutition. D'accord? Donc, nous avons un patient à qui on demande de déglutir au fur et à mesure et on retire au fur et à mesure la sonde. Donc là, au niveau du sphincter inférieur, là, euh, pardon, au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, nous avons une pression qui est élevée juste après la déglutition. Bon, on commence par le haut. Après la déglutition, on a une augmentation de la pression, puis cette pression chemine au fur et à mesure le long du corps de l'œsophage. Voilà. Excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Concernant les indications, donc on a dit que c'était une dysphagie avec une endoscopie négative. Donc c'est un patient qui vient, qui vous dit j'ai un blocage, c'est une sensation de blocage des aliments, d'accord, dysphagie, avec une endoscopie qui est négative. Donc toute dysphagie nécessite en premier lieu une endoscopie digestive. Si l'endoscopie ne retrouve rien, on va indiquer une manométrie afin de voir s'il y a un trouble moteur de l'œsophage. Avant toute chirurgie anti-reflux, pourquoi? Peut-être qu'il y a un trouble moteur associé, ce qui contre-indiquerait formellement une chirurgie anti-reflux. Devant des douleurs thoraciques atypiques après un bilan cardiaque négatif, comme je vous l'ai dit, et devant une conjonctivite, par exemple la sclérodermie, qui s'accompagne d'une achalasie, voilà, qui est le principal trouble moteur œsophagien. Donc, devant toute dysphagie avec endoscopie œsogastro-duodénale négative, nous allons indiquer une manométrie. Avant toute chirurgie anti-reflux, si la manométrie est pathologique, cela contre-indiquerait la chirurgie. Devant toute douleur thoracique avec un bilan cardiaque négatif. Et devant par exemple, une sclérodermie, afin d'étoffer le dossier du patient et dire s'il a une achalasie associée ou pas, parce qu'il s'agit d'une maladie qui s'associe à la sclérodermie. Voilà le tracé manométrique chez un patient, entre guillemets, normal, qui a un œsophage qui n'est pas pathologique. Donc, nous avons l'onde de pression qui se propage le long de l'œsophage. Point 1, point 2, ça c'est juste pour imager. Point 1, point 2, elle se propage.
Puis, une fois dans l'estomac, il y a une baisse de pression et une fermeture du sphincter inférieur de l'œsophage. Lors de l'achalasie, on a dit que c'était le principal trouble moteur œsophagien qui se définit. Il a une définition manométrique, c'est-à-dire qu'il y a un apéristaltisme œsophagien. Vous souvenez du P1 et du P2, les l'onde propulsive et l'onde de clearance œsophagienne. Lors de l'achalasie, le patient n'a pas d'onde propulsive. C'est un apéristaltisme œsophagien avec une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, le sphincter inférieur de l'œsophage ne s'ouvre pas, d'accord? Et on a une onde qui est très très faible, voire absente au niveau du corps de l'œsophage. Si on trouve ce tracé-là lors d'une manométrie, c'est-à-dire que le patient a une achalasie de l'œsophage. C'est juste un exemple. Il y a plusieurs troubles moteurs œsophagiens qui vous seront détaillés lors d'un second cours, enfin, lors du cours de demain. On passe à la manométrie haute résolution. Nous avons parlé de la manométrie conventionnelle. Là, nous allons parler d'une manométrie haute résolution, qui est une nouvelle méthode, qui est plus facile d'approche et de compréhension. Donc, la manométrie haute résolution se distingue de la manométrie classique par deux innovations. Manométrie, ça repose toujours sur la mesure de pression au niveau de l'œsophage. D'accord? Sauf que dans cette méthode-là, on augmente le nombre de points de mesure de pression jusqu'à 36 capteurs. C'est-à-dire que le fil qu'on a jusqu'à l'estomac contient 36 capteurs, contrairement à l'autre, qui contient 5 capteurs. Et on a une représentation topographique des variations de pression. Contrairement à la manométrie usuelle, on a une représentation qui est graphique. Donc, ça ne sera pas facilement interprétable pour tout le monde. Pour la manométrie haute résolution, il s'agit d'une représentation topographique des variations de pression. Vous allez voir comment. Voilà. Là, les pressions sont mesurées en continu du pharynx, la pharynx, sphincter supérieur de l'œsophage, corps de l'œsophage et sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, les pressions sont mesurées en continu du pharynx à l'estomac et représentées par un code couleur, le SSO. Donc, sphincter supérieur de l'œsophage, corps de l'œsophage, on a dit jonction œsogastrique, sphincter inférieur de l'œsophage. Lors de la déglutition, on a une ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage qui est transitoire, juste le temps que le bol passe, puis fermeture aussitôt, d'accord? Grâce au muscle cricopharyngien. Donc, fermeture, mon curseur, voilà. Fermeture, on a une apparition d'une onde péristaltique au niveau de l'œsophage. Là, quand c'est bleu, ça veut dire que la pression est négative, d'accord? Vous voyez bien la clé. Donc, on a une pression qui est négative. Lors de la déglutition, il y a des aliments dans l'œsophage, lors du passage des aliments contrat. Voilà, manométrie normale, donc même chose que la dernière. On de l'œsophage. Lors du passage des aliments dans l'œsophage, il y a l'absence d'onde œsophagienne. Vous voyez, ça reste bleu. Sinon, ça aurait été vert, jaune, rouge, enfin, jaune, rouge, comme chez le sujet qui n'a pas d'achalasie. Et une absence de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, contrairement à ici. Vous voyez, le code couleur, c'est beaucoup plus simple d'approche. Les avantages par rapport à la manométrie conventionnelle, c'est que c'est plus facile de réalisation et d'interprétation. De réalisation, car il n'y a pas cette sonde qu'on tire au fur et à mesure de l'examen, contrairement à la manométrie conventionnelle. Donc, le patient tolère mieux. Donc, meilleure tolérance, pas de mobilisation de la sonde. Et un meilleur rendement diagnostique, mesures qui sont plus objectives et pour les analyses fonctionnelles aussi. Voilà. Autre méthode, la bilimétrie. Donc, la bilimétrie, comme son nom l'indique, la bilirubine et métrie, mesure. Elle permet la mise en évidence du reflux bilieux dans l'œsophage. Comme principe, elle détecte la bilirubine par une spectrophotométrie utilisant les propriétés optiques de la bilirubine. Donc, on a un capteur dans l'œsophage
qui va détecter par spectrophotométrie les propriétés optiques de la bilirubine. Ceci dit, d'accord, on a un patient, on lui fait une bilimétrie qu'on ne retrouve que dans certains centres experts dans le monde, voilà, ce n'est pas répandu. On objective un reflux bilieux, d'accord, le patient a un reflux bilieux qui lui fait mal, mais le problème c'est qu'elle n'a pas d'application thérapeutique. Ça a un intérêt théorique en cas de symptômes persistants sous IPP, donc un patient qui prend les IPP mais qui se plaint toujours de reflux. On lui fait la bilimétrie, on objective un reflux bilieux, mais c'est inférieur à l'impédance métrie. D'accord? L'impédance métrie est beaucoup plus efficace dans ce cas-là parce qu'elle va nous objectiver l'impédance métrie. Vous vous rappelez, c'est la méthode qui, euh, qui coupe la pH métrie à la mesure de l'impédance entre deux électrodes, donc entre gazeux et liquide. Donc l'impédance métrie est de meilleur rapport que la bilimétrie, et puis ça n'a aucune implication thérapeutique. Donc c'est bon à connaître, la bilimétrie, c'est pour objectiver le reflux bilieux œsophagien. On passe à la scintigraphie œsophagienne. La scintigraphie œsophagienne, qui a pour but le diagnostic de reflux en visualisant directement les passages œsophagiens du contenu gastrique. Elle diagnostique les troubles moteurs œsophagiens primitifs et secondaires et pour l'évaluation thérapeutique aussi. Donc le patient ingère un solide ou un liquide qui est marqué par un radioisotope. Donc on lui donne un liquide ou un solide qui est marqué, d'accord? Puis on fait un balayage de la poitrine du patient à l'aide d'une gamma caméra et on suit la propagation de son transit. On voit si c'est dans son estomac ou bien si ça revient dans son œsophage. Donc, des programmes informatiques permettent de mesurer le temps de transit des tiers supérieur, moyen et inférieur de l'œsophage. Le résultat, ça met en évidence un RGO, mais la sensibilité et la spécificité de l'examen est relativement faible, donc n'est pas utilisée en pratique courante. Les examens les plus utilisés sont la pH-métrie, la pédance-métrie et la manométrie. Test de Bernstein, c'est bon à connaître. Donc, il permet de déterminer si une douleur thoracique atypique ou une douleur épigastrique est secondaire à un reflux acide. Donc, ça pourrait nous permettre d'objectiver directement si l'œsophage est particulièrement sensible à de l'acidité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On instille, d'accord, une solution acide au niveau de l'œsophage, puis on lui donne un antiacide. L'instillation de la solution acide au niveau de l'œsophage va théoriquement engendrer une douleur. Si après l'instillation d'un antiacide, cette douleur se calme, on va se dire, voilà, c'est le reflux acide qui entraîne cette douleur au niveau du bas œsophage. Voilà. Le test qui reproduit expérimentalement les conditions d'un reflux acide. L'électromyographie, donc l'électromyographie, c'est la mesure, voilà, l'étudier la contraction musculaire par enregistrement du potentiel électrique qui accompagne la contraction. L'EMG peut être utilisé dans les segments du tube digestif où la musculature est striée, par œsophage proximal. On avait dit que le tiers supérieur de l'œsophage avait une musculature qui était striée, contrairement aux deux tiers inférieurs. Donc, ça permet de nous donner le tracé électromyographique. Cet examen est utile lorsqu'on suspecte une cause neurologique ou des troubles de la déglutition, par exemple une SLA, sclérose latérale amyotrophique. D'accord? Je pense que vous avez fait le module de neurologie. Lors d'une SLA, le patient a des troubles de la déglutition. Donc, s'il a des troubles de la déglutition, on n'arrive pas vraiment à voir à quoi ils sont dus. Nous allons faire une électromyographie. D'accord? On a l'électromyographie au niveau du pharynx et du haut œsophage, là où la musculature est striée, afin d'objectiver ce trouble de la conductivité. Cet examen consiste à placer une aiguille en se servant d'électrodes au niveau du muscle à tester et d'observer l'activité nerveuse sur un écran de contrôle. Voilà. Donc, ce sont les méthodes fonctionnelles excusez-moi, voilà. Ce sont les explorations fonctionnelles de l'œsophage. Voilà, les principales sont comme on l'a dit, la pH-métrie sans fil, l'impédance métrie et la manométrie. C'est celle-là qu'il faudra surtout retenir. Les autres sont expérimentales et n'ont pas vraiment d'intérêt après. Voilà, comme je vous ai dit, la bilimétrie, il n'y a pas d'intérêt thérapeutique après. La scintigraphie, pareil. La pH-métrie donne les mêmes résultats, voire l'impédance métrie de meilleurs résultats.
Test de Bernstein, pareil, ça nous dit que c'est acide, c'est l'acidité qui donne des douleurs au niveau un inconfort au niveau du bas œsophage. Et l'électromyographie, utilisée dans certains cas. Donc, ce qu'il faudra retenir, comme je vous ai dit, c'est pH-métrie, impédance-métrie et manométrie. Ce qu'il faudra retenir, donc, les explorations fonctionnelles de l'œsophage sont toujours faites en deuxième intention si l'endoscopie œsogastro-duodénale est négative. Il est très important de connaître l'indication pour chaque pathologie. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on ne va pas faire une pH-métrie pour un trouble fonctionnel de l'œsophage, pour un patient qui se plaint de douleurs œsophagiennes. D'accord? Patient qui se plaint de douleurs thoraciques avec un bilan cardiaque négatif, nous allons faire une manométrie. On va mesurer la pression à l'intérieur de l'œsophage, non pas le pH. On a bien compris. En cas de symptômes atypiques isolés, absence de pyrosis ou de régurgitation, il est préférable de documenter un RGO à l'aide d'exploration sans traitement, bien sûr. Sinon, ça serait biaisé. Et par rapport à la manométrie conventionnelle, l'apport diagnostique de la manométrie haute résolution concerne essentiellement les dysphagies inexpliquées et les dysphagies hautes d'origine pharyngo-laryngée. Voilà, c'est un cours qui est assez rapide. Posez-moi vos questions. Il y a déjà 17 questions, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, pour les classifications TNM, bon, classification, bonjour docteur, concernant pour dire, classification TNM, il faudra voir avec docteur Layada, il vous a dit de retenir celle de 2017. Est-ce que la pH-métrie reste fonctionnelle au cours du sommeil? Bien sûr, elle reste fonctionnelle durant 24 heures non-stop. Si le patient vient chez vous en cabinet à 10 heures du matin, elle ne sera débranchée qu'à 10 heures du matin du lendemain. Donc 24 heures non-stop. Donc dès que le patient se couche et qu'il va dormir, il va appuyer sur le bouton comme quoi il est en décubitus dorsal. C'est bon, il s'est couché. Quand il se lève, il réappuie. Donc 24 heures non-stop. Spectateur 1 minute. RGO a comme signe les douleurs thoraciques, donc est-ce qu'on demande un ECG pour aller éliminer l'angor? Toujours, devant une douleur thoracique, toujours commencer par l'exploration cardiaque. Ceci est une urgence vitale. Et l'urgence cardiaque est une urgence vitale. Le RGO n'est pas une urgence. On peut le traiter par IPP et ce n'est jamais une urgence. D'accord? Donc, devant toute douleur thoracique, on fait un ECG. L'ECG pathologique, on voit en cardiologie. L'ECG n'est pas pathologique, nous allons explorer un autre niveau, en gastroentérologie. Est-ce que la pH-métrie filaire ne gêne pas la déglutition? Non, non, c'est un fil qui est tout fin, donc la déglutition, elle ne gêne pas lors de la prise alimentaire. Donc, on demande au patient de passer une journée tout à fait normale, donc de manger et de boire comme il a l'habitude de le faire, de ne pas déroger à son quotidien. Qu'est-ce qu'on fait lors d'un reflux peu ou non acide? Donc, on saura déjà qu'est-ce qu'on fait lors d'un reflux peu ou non acide? Donc, on saura déjà que les IPP n'ont pas d'effet sur ce reflux et on pensera éventuellement à un traitement chirurgical, endoscopique voire chirurgical. On donne quoi comme traitement si le bolus est gazeux? Pareil, on pensera à un traitement endoscopique voire chirurgical. On éliminera le traitement médicamenteux. D'origine du bolus acide gazeux. Non, c'est pas un bolus acide gazeux. C'est un bolus gazeux. C'est gazeux, donc c'est ni acide ni peu acide. C'est un gaz, c'est un gaz. D'accord? Et l'origine, c'est un sphincter inférieur de l'œsophage qui est hypotonique. Donc le patient a une aérophagie, a beaucoup de, par exemple, il a beaucoup de gaz dans l'estomac et ça remonte. L'origine, c'est des aliments. Hein. Après, si on a un reflux ou pas, ça ne dépend pas des aliments, ça dépend surtout de la tonicité du sphincter. Après, les aliments vont aider. Est-ce qu'on en est un peu plus ou un peu moins? S'il vous plaît, pour un bolus en gazeux, on donne quoi? Donc, j'ai répondu à la question. C'était, il est déjà mettre de côté le traitement médicamenteux et éventuellement discuter le traitement chirurgical. Dans la mesure de l'impédance, dans le cas du bolus gazeux, le patient rapporte des éructations ou un RGO. Rapporte des éructations, un RGO, des douleurs au niveau d'un pyrosis, une gêne au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Il peut avoir un reflux mixte, d'accord, gazeux et acide. Donc, on peut avoir une symptomatologie qui est tout à fait classique. Donc, on lui donne des IPP, ça soulage. Les IPP soulagent partiellement sa symptomatologie. On se demande pourquoi.
Donc, on saura que c'est par rapport au reflux gazeux qui accompagne le reflux acide. L'impédance. L'impédance, c'est la conductivité. Qu'est-ce que veut dire l'impédance? L'impédance mesure la conductivité entre deux électrodes. D'accord? Nous avons deux électrodes entre lesquelles va passer un liquide. Un liquide qui est de haute conductivité, il conduit bien le courant. Eh ben, l'impédance sera le contraire de cette conductivité. Au lieu qu'elle soit élevée, comme la conductivité, l'impédance sera basse. Ça va juste nous permettre de voir si c'est acide, si c'est liquide ou gazeux. Inversement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est inversement proportionnel à la conductivité. Bon. Liquide, haute conductivité, donc l'impédance sera basse. Gaz, basse conductivité, l'impédance sera élevée. Je n'ai pas compris la pH impédance métrique, vous pouvez la répéter. Donc, je pense que je l'ai réexpliqué. Je vais revoir deux. Excusez-moi. Alors, devant un RGO rebelle aux IPP, d'abord, on fait une pH métrie. Ensuite, enfin, en fait, c'est selon la disponibilité. D'accord? Selon la disponibilité au niveau du centre. Parce que c'est la même indication, les indications, on peut aussi bien faire une pH métrie qu'une pH impédance métrie. Ceci dit, la pH impédance métrie a un meilleur rapport étant donné qu'elle nous dit si c'est acide ou gazeux. Ça va nous donner un 2 en 1. Si c'est acide, plutôt si c'est acide ou liquide. Euh, pardon, liquide ou gazeux. Donc ça va nous donner aussi bien enfin, ça nous donne l'information que c'est acide et aussi que c'est liquide ou gazeux. Donc on préfère, éventuellement, si on a les deux méthodes, on préférait faire la pH impédance métrique. S'il ne répond pas aux IPP, on fait une manométrie, on fait une pH métrie. Parce que c'est un patient qui ne, en fait, si c'est un patient qui vient avec une symptomatologie de reflux, donc un pyrosis, une gêne, enfin, vous connaissez la symptomatologie du reflux, une pyrosis, des régurgitations, des brûlures rétrosternales. Donc, on lui donnera des IPP. Si ça ne nous donne pas, on lui fera une pH métrie. Ceci dit, la pH métrie se fait après que l'on sache à quelle distance est le cardiaque par rapport aux arcades dentaires. Ça, c'est important, je ne l'ai pas précisé. Donc, on fait une endoscopie pour dire, voilà, le cardiaque de ce patient se situe à 40 cm des arcades dentaires. Donc, il faudra placer cette électrode à 35 cm des arcades dentaires. Donc, il faudra mesurer ce fil. Et savoir si le reflux mètre. La sclérodermie, c'est une maladie. C'est quoi la sclérodermie? La sclérodermie, c'est une maladie systémique qui a des manifestations dermatologiques, manifestations rhumatologiques, manifestations digestives. Et entre autres, on s'intéresse à la sclérodermie parce qu'on a très souvent une achalasie qui accompagne cette sclérodermie. Est-ce qu'on fait toutes les explorations avec avant une chirurgie anti-reflux? Oui, on fait une pH métrie et une manométrie avant une chirurgie anti-reflux. Une pH métrie afin d'objectiver le reflux acide et puis une manométrie afin de voir s'il n'y a pas de trouble moteur. Parce qu'il y a un trouble moteur, ça contre-indiquerait formellement la chirurgie. L'origine de l'achalasie, c'est un problème de motoneurones, c'est très neurologique. Vous allez voir le cours demain avec le professeur Pelfaucine, elle va vous détailler. SSO fermé, cela veut dire une pression basse. SSO fermé, cela veut dire une pression élevée. C'est une pression qui est élevée. Voilà. SSO fermé, pression élevée. Pression basse, ça veut dire qu'il s'ouvre. Est-ce que la pH métrie se fait systématiquement dans le cadre du bilan préopératoire du RGO, ou elle est faite seulement si l'endoscopie est normale? Non, elle se fait systématiquement. Comment on enlève la pH métrie filaire? On enlève le fil.
Voilà, on enlève tout bêtement. Après 24 heures, on reprend le boîtier, on voit ce qu'il y a comme grappe et puis on la retire. Comme une sonde nasogastrique, mais en beaucoup, beaucoup plus fin. Docteur, est-ce que le bolus gazeux va se manifester par des brûlures sur le plan clinique? Ça peut se Alors, le bolus gazeux peut se manifester par un inconfort abdominal, par une dyspepsie, par des douleurs rétrosternales, par différentes manières. Voilà, c'est atypique. Pour pH métrie, quoi on a... Ah voilà, pic en allongé indique quoi? Ça veut dire que le décubitus, voilà, décubitus, voilà. La question est, pour, je ne sais pas si vous voyez les questions ou pas, pour la pH métrie, le pic en allongé indique quoi? Par exemple, si on fait une pH métrie et que le patient indique qu'il est allongé et qu'on a un reflux lors de la position allongée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une ouverture du sphincter inférieur de l'œsophage lorsque le patient est en décubitus dorsal. Cela veut dire que le patient, dorénavant, devra rester assis, voire debout, un moment avant de s'allonger. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'allonger directement après les repas. Après le repas, le patient va vaquer à une occupation, le temps que la vidange gastrique se fasse, puis il va s'allonger. Là, il n'aura pas de reflux. D'accord. Ça, c'est le résultat. Par exemple, c'est ce qu'on indiquera chez un patient qui a un pic après un reflux allongé. Pourquoi les IPP sont... Les IPP ne sont pas utilisés en cas de bolus gazeux. Quand est-ce qu'on préfère l'impédance métrie à la pH métrie? En fait, l'impédance métrie, c'est la pH impédance métrie. Donc, ça associe les deux, la pH et l'impédance métrie. Si on a une pH et impédance métrie, autant mettre les deux. Si on a que la pH métrie, on fera la pH métrie. Si la pH métrie est négative, on enverra le patient vers un centre où il y a une impédance métrie. J'ai perdu le fil. Alors, pourquoi la manométrie contre-indique la chirurgie? Parce que, au contraire, alors le principe de la chirurgie anti-reflux, c'est de, c'est de créer une valve anti-reflux. D'accord? Créer une valve anti-reflux autour du sphincter inférieur de l'œsophage. Si on a un trouble moteur, par exemple, si on trouve une acalasie, déjà que le patient a une acalasie, c'est-à-dire qu'il a une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Si on crée encore une valve anti-reflux, le patient, il n'y a aucun aliment qui va passer dans l'estomac, ça va aggraver son cas. Il ne va plus s'alimenter correctement. D'accord? Est-ce qu'on prescrit un antibiotique lorsqu'on met la sonde pH métrie? Non, on ne prescrit rien. Je ne sais pas si vous entendez par antibiothérapie une antibiothérapie prophylactique. Dans ce cas-là, non. Il n'y a aucun risque d'infection, d'essaimage en cas de bord de valve mécanique ou autre. Voilà, non, pas d'antibiotique. Une pH métrie avec un résultat négatif élimine directement un RGO. Enfin, une pH métrie avec un résultat négatif élimine un reflux acide. D'accord? Ça n'élimine pas un reflux non acide, voire peu acide. Quelles sont les explorations endoscopiques les plus utilisées pour l'œsophage? Ben, endoscopie œsogastro-duodénale, la classique. Sinon, nous avons l'écho-endoscopie, qui allie à la fois l'endoscopie avec une sonde d'échographie qui est reliée au bout afin d'examiner tout ce qu'il y a autour, voilà, les différentes couches œsophagiennes et environnantes aussi. Donc, on a dit pour l'endoscopie œsophagienne, donc l'endoscopie œsogastro-duodénale, l'écho-endoscopie, et puis c'est tout. Pour l'œsophage, c'est tout ce qu'il y a. Ces explorations sont à faire quand les explorations de première intention sont sans anomalie.
Euh, oui, voilà. Je n'ai pas compris la question. C'est quoi les tests de provocation? Tests de provocation de Bernstein. Je vous ai dit, c'est l'instillation. C'est pour voir est-ce que le fait d'avoir un reflux acide va provoquer une symptomatologie, va provoquer une douleur. Donc, nous allons mettre une sonde. Nous allons injecter un produit acide au niveau de l'œsophage. Cette injection de produit acide au niveau de l'œsophage va, théoriquement, chez un patient qui est symptomatique, va causer une douleur au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Puis, nous allons donner un antiacide juste après. Si cette perfusion d'antiacide calme cette douleur, c'est-à-dire que c'est un test de provocation qui a été positif, c'est-à-dire que c'est un œsophage qui est sensible à l'acide. Est-ce que le RGO peut provoquer une dysphagie? Non. Si le RGO provoque une dysphagie, c'est-à-dire qu'il y a une complication. Il faudra faire une endoscopie pour voir ce qu'il y a. Comme complication du RGO, nous avons l'endobrachioœsophage qui peut se compliquer à son tour d'adénocarcinome de l'œsophage. D'accord? Donc, si on a une dysphagie sur un reflux, il faudra avoir peur. Docteur, le traitement chirurgical se fait-il au niveau du pilier droit du diaphragme? Est-ce qu'on peut trouver- Docteur, est-ce qu'on peut trouver des résultats négatifs alors que la douleur persiste, ainsi que pas d'amélioration par les IPP? Donc, on a un reflux, pas d'amélioration par les IPP, toutes les explorations sont négatives. Ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas un problème digestif. S'il n'y a ni trouble moteur, ni reflux, ça veut dire que ce n'est pas digestif. Tout explorer. Dans le cas, pH métrifilaire, la capsule, est-ce qu'elle est récupérable? Donc, dans le cas de la pH métrifilaire, est-ce que la capsule est récupérable ou est-ce qu'elle est éliminée? Elle sera éliminée. Elle sera éliminée. Elle sera éliminée systématiquement et puis les informations seront transmises au boîtier. Le sphincter inférieur pouvez-vous répéter pour le SIO, physiologique, comprenant le cardio et quoi d'autre? J'ai eu un problème de connexion. Donc, le sphincter inférieur de l'œsophage est un sphincter qui est physiologique. D'accord? Il n'y a pas de muscle comme le sphincter supérieur de l'œsophage. Nous avons dit que c'était le muscle cricopharyngien. Le sphincter inférieur de l'œsophage, c'est un système anti-reflux qui est composé de l'angle du pilier droit du diaphragme, de l'angle de His. D'accord? L'angle de His, c'est l'angle qui est formé par l'œsophage et la ventrople. Déjà ça, moi, ça empêche le reflux. Aussi par les valvules de Gubarov, c'est-à-dire le plissement gastrique au niveau du cardiaque qui va fermer le cardiaque qui va empêcher le reflux. La place de la TDM dans l'exploration de l'œsophage. La place de la TDM dans l'exploration de l'œsophage, c'est en cas de néoplasie. D'accord? Surtout en cas de néoplasie ou de tumeur sous-muqueuse pour voir ce que c'est. Sinon, pour un reflux, nous n'allons jamais utiliser de la TDM, nous n'allons jamais prescrire une TDM à faire. Et aussi, en cas de trouble moteur, non. Parce que ça ne sert à rien. Peut-être que pour une achalasie, nous allons faire une TDM. On va voir qu'il y a un épaississement de la couche musculeuse. Point. Voilà. Pourquoi, si on a une douleur thoracique, on fait un ECG qui revient sans anomalie? Donc, on fait une endoscopie. S'il n'y a pas d'œsophagite, pourquoi on fait la pH-métrie? Alors, parfois, nous avons un reflux, malgré le reflux. Bon, douleur thoracique, on a fait le CG, c'est bon, nous avons éliminé une urgence cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons faire une pH métrie. Pourquoi?
Donc, ce qu'on me demande, c'est s'il n'y a pas d'œsophagite, pourquoi faire la pH-métrie? Parfois, malgré l'absence d'œsophagite, nous avons un reflux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'érosion de la muqueuse œsophagienne malgré l'existence du reflux. La présence d'un reflux ne veut pas dire présence d'une œsophagite, obligatoirement. Présence d'une œsophagite, ça veut dire obligatoirement présence d'un reflux. Mais le contraire n'est pas juste, d'accord? Donc la pH-métrie peut objectiver un reflux acide qui n'est pas nécessairement objectivé au niveau de l'œsophage par une œsophagite. Pouvez-vous réexpliquer la manométrie, s'il vous plaît? La manométrie normale. Manométrie, manométrie, donc c'est la mesure de la pression, voilà, du changement de pression le long de l'œsophage. D'accord? On met une sonde qui mesure les différentes variations de pression le long de l'œsophage. D'accord? Si un patient nous dit que j'ai une dysphagie, on fait la fibroscopie, on n'a rien. Il n'y a pas d'organicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tumeur. Quand je dis qu'il n'y a pas d'organicité, ça veut dire qu'il n'y a pas de tumeur. Il n'y a pas de tumeur, on est tranquille. Donc, on va faire une manométrie qui va voir si c'est un problème, si c'est un problème de pression. Voilà. On a des troubles moteurs de l'œsophage qui se manifestent par des problèmes de pression au niveau de l'œsophage. Nous avons par exemple la chalasie, je vous l'ai expliqué, c'est un apéristaltisme œsophagien, hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Nous avons l'œsophage casse-noisette, c'est-à-dire que c'est un œsophage, le corps de l'œsophage se contracte d'une telle manière que le patient a des douleurs rétrosternales qui sont atroces. On dirait que c'est un IDM. D'accord? Nous avons l'espace diffus de l'œsophage. Ce sont des douleurs qui sont diffuses au niveau de l'œsophage, qui sont vraiment intenses et qui ne sont diagnostiquées que grâce à la manométrie. Et ce sont des tracés qui sont pathognomoniques de la pathologie. À chaque pathologie correspond un tracé qui est spécifique. Encore une fois, vous le verrez demain. Je ne vais pas me empiéter sur le cours de professeur Buffauté. Pour le bilan préchirurgical anti-reflux, on fait une pH-métrie et une manométrie ou bien une seule exploration suffit? Les deux. On fait les deux afin. Donc la pH-métrie pour objectiver le reflux. Donc pour le bilan pré-chirurgical anti-reflux, on fait la pH-métrie et une manométrie ou bien une seule exploration suffit. Donc nous faisons les deux, aussi bien la pH-métrie que la manométrie. La pH-métrie, c'est pour objectiver le reflux acide et la manométrie, c'est pour éliminer un trouble moteur. Parce que s'il y a un trouble moteur, pas de chirurgie qui aggraverait horriblement la symptomatologie s'il y avait un trouble moteur. Quelle est l'origine du volume de Est-ce qu'en évitant la prise d'aliments provoquant des gaz, ça soulage le malade? Oui. En évitant certains aliments, ça soulage le malade, certainement. En diminuant les sucreries, en diminuant disons, les FODMAP, ça diminue donc l'activité est égale liquide. D'accord? Si l'impédance est basse, donc le reflux est liquide. Si l'impédance est élevée, donc la conductivité est basse, donc il s'agit d'un gaz. D'accord? Donc si l'impédance est élevée, il s'agit d'un reflux gazeux. C'est quoi l'examen de première intention est le meilleur devant un RGO? Reflux. Bah, première intention, on n'a pas d'examen de première intention, on donne un traitement devant tout RGO. S'il n'a pas de réponse, on fait une pH-métrie ou un pH impédance métrie. Une pH-métrie d'abord, puis une pH impédance. Si la pH-métrie est sans particularité. Ah, j'ai les questions. J'ai pas compris le pH supérieur à 5%. En fait, ce n'est pas le pH qui est supérieur à 5%. C'est le pH qui est inférieur à 4 déjà, d'accord? La pH-métrie nous dit quand est-ce que le pH est inférieur à 4. Et le 5%, c'est le temps global. Sur 24 heures, si 5% de ce temps, pendant 5% de ce temps, le bas œsophage est exposé à un pH inférieur à 4, donc 5% des 24 heures pH inférieur à 4, c'est-à-dire que le patient a un reflux acide qui est symptomatique, qui est significatif.
Vous avez compris. Ce n'est pas un pH supérieur à 5%. pH inférieur à 4 dans un temps dans 5% de ce temps global, donc 5% des 24 heures, d'accord, durant lesquelles le bas œsophage est exposé à un pH qui est inférieur à 4. Non-réponse aux IPP avec pH-métrie normale. Quel examen on fait après? On fait une impédance-métrie pour voir si il s'agit d'un reflux vraiment acide ou il s'agit d'un reflux gazeux. Et puis, peut-être c'est un reflux non acide ou peu acide. Donc, si c'est non acide, les IPP n'auront aucun effet. L'effet des IPP, c'est de diminuer l'acidité au niveau de l'estomac. Si c'est peu acide, donc les IPP ne serviront à rien. Est-ce qu'il y a une contre-indication à ces examens? La contre-indication de tout autre examen, donc logiquement, c'est une perforation, voilà. Perforation d'un organe creux, donc perforation d'un ulcère ou autre, sinon il n'y a pas de contre-indication. S'il n'y a pas de contre-indication à l'endoscopie, il n'y a pas de contre-indication aux autres examens. Donc le patient coopératif, c'est bon, il suffit que le patient soit coopératif. En cas de RGO atypique, pH-métrie ou pH-impédance-métrie, je vous ai dit, c'est selon ce qu'on a. De préférence, commencer par une pH-métrie. Donc, c'est plus simple et c'est à la portée de tout le monde. C'est au niveau de la plupart des hôpitaux. D'accord. Puis, pH impédance métrie, si éventuellement la pH métrie est sans particularité. Les méthodes radioélectriques. En fait, est-ce qu'il existe des méthodes radioélectriques? Les méthodes radioélectriques, en fait, électrique, c'est l'EMG, ce que je vous ai expliqué. Donc, ça mesure, le, le- le- c'est l'EMG, et radio, c'est la scintigraphie, en ingérant un isotope. Et on suit le cheminement du contenu gastrique et œsophagien. Alors, si une pH-métrie est revenue positive, donc RGO acide, est-ce qu'on la complète par une pH-impédance-métrie pour détecter une éventuelle RGO mixte? Ou bien on commence par les IPP et voir le résultat. Très bien. Donc, si on a un RGO acide suite à une pH-métrie qui est positive, donc on s'arrête là pour le moment. On lui donne des IPP. Si ça donne, tant mieux. Si ça ne donne pas, on va faire une impédance-métrie à la recherche éventuellement d'un RGO mixte. Très bien. Si le RGO est non acide, ça veut dire quoi? Et que faire dans ce cas? Si le RGO est non acide, on commence toujours par les règles hygiéno-diététiques, surélever le coussin, ne pas à 45 degrés, ne pas s'allonger directement après la prise alimentaire, manger lentement, la perte de poids. S'il y a une persistance de cette symptomatologie, il faudra penser toujours au traitement endoscopique, voire chirurgical. Je n'ai pas compris quand est-ce qu'il faut privilégier une endoscopie par rapport à une pH-métrie. Alors l'endoscopie, c'est la recherche d'organicité, de tumeurs, autre chose, d'une œsophagie. La pH-métrie, c'est pour objectiver le reflux. Enfin, je pense qu'il est déjà expliqué ça. C'est quoi l'importance d'explorer le reflux bilieux? Justement, c'est pour voir si c'est, par exemple, le patient a un reflux qui ne répond pas aux IPP, qu'on dit, par exemple, par pH impédance-métrie, on détecte que c'est un reflux qui est peu acide, voire non acide, donc on pensera à un reflux bilieux. On peut faire une bilimétrie par Bilitech. On fait une bilimétrie, on a un reflux bilieux, ben, on s'arrête là. On fait un traitement chirurgical, comme pour le reste, parce que ça ne répondra pas aux IPP de toute manière.
Quand est-ce qu'on peut faire un TOGD comme examen complémentaire? Alors, le TOGD, c'est un transit œsogastro-duodénal. C'est un examen radiologique. Donc, le patient ingère un produit qui est radio-opaque. Donc, on verra en blanc le contenu œsophagien. Quand est-ce qu'on fait un transit? C'est quand on a un problème de sténose ou un rétrécissement. D'accord? Par exemple, suite à une prise de caustique, je pense que vous avez fait le cours de caustique, des caustiques hier. Donc, suite à la prise de caustique, le patient a des sténoses œsophagiennes. Donc, on fera un TOGD pour voir à quel niveau se situe cette sténose pour avoir une idée et pour pouvoir dilater secondairement. D'accord? Par exemple, hein, je vous ai parlé des... je ne sais pas, je n'ai pas enregistré, je ne sais pas si c'est enregistrable. Lors des cas graves d'ingestion de produits caustiques, est-ce que la TDM doit être précédée d'une endoscopie haute obligatoirement? Alors, dans les cas graves d'ingestion de produits caustiques. Donc, ce qui est important dans les produits caustiques, c'est pas mon cours, mais je vais quand même répondre. Les produits caustiques, c'est de faire l'endoscopie entre 6 et 24 heures. Mais avant cette endoscopie, il faut d'abord que le patient soit bien sur le plan hémodynamique, il soit stable, qu'il ait une tension normale, que vous ayez un téléthorax et un ASP qui soient sans pathologie. Si vous avez un croissant gazeux, ça veut dire que vous avez une perforation de l'estomac. Si vous avez un pneumomédiastin, ça veut dire que vous avez une perforation de l'œsophage. Dans ce cas-là, il est formellement contre-indiqué, même si on est dans l'intervalle 6 à 24 heures, d'accord, de faire une endoscopie. Formellement contre-indiqué en cas de perforation. D'accord? Donc, avant toute endoscopie, en cas d'ingestion caustique, nous allons faire un examen ORL. Bien sûr, le patient doit être stable sur le plan hémodynamique. Et puis, on doit faire un ASP et un téléthorax pour voir s'il n'y a pas de perforation, le mot médiastin et le mot péritoine. D'accord? Donc, après ça, nous allons faire une endoscopie haute, rapidement, sans insuffler, sans faire de rétrovision. Je pense que vous avez déjà précisé ça. Et puis, pour la TDM, on la fera secondairement ou si on suspecte la présence d'une fistule œsotrachéale. Sinon, la TDM, il faut voir surtout s'il y a une perforation. Et ce n'est pas systématique, sauf si on a un petit doute sur la radio. Contre-indication de la pH-métrie. Il n'y a pas de contre-indication évidente de la pH-métrie. Tant qu'on peut faire une fibron, on peut faire une pH-métrie, il n'y a pas de souci. Le patient doit être coopérant, c'est tout. Et il faut une coopération du patient. Est-ce que l'Helicobacter pylori donne un bolus gazeux? Non. Comment sont les résultats d'un reflux bilieux si on fait une impédance métrique? Un reflux bilieux, un reflux liquide bilieux. Donc liquide, on aura une impédance métrique qui sera basse parce que la conductivité sera haute. Et puis, pour le pH, puisque l'impédance métrique c'est une pH impédance métrique, on a aussi la mesure du pH qui sera bien supérieure au 4 et qui sera élevé. Donc en gros, toutes ces explorations, docteur, donc en gros, toutes ces explorations sont dédiées au RGO principalement. Non, pH métrie, pH impédance métrie, RGO, manométrie. Ça, c'est manométrie normale, conventionnelle et manométrie haute résolution sont destinées pour les troubles moteurs de l'œsophage. D'accord? Donc, pH métrie et impédance métrie, c'est le reflux, le RGO. Et tout ce qui est manométrie, il s'agit de troubles moteurs de l'œsophage. Concernant les autres, la scintigraphie, c'est le RGO. D'accord? Le Bernstein, c'est le RGO. L'EMG, c'est trouble moteur aussi. Trouble moteur de l'œsophage. Voilà. Ce sont toutes les explorations dont on a parlé. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Est-ce que chez l'enfant, on fait les mêmes examens? Oui, nous faisons les mêmes examens. Ceci dit, c'est plus compliqué car la coopération avec l'enfant est plus compliquée. Voilà. Quelle est la première indication de l'impédance métrique? C'est RGO non résistant aux IPP bien conduit avant une chirurgie anti-reflux et puis voilà. Comment faire la différence entre un RGO non acide et la dysphagie? Ça, c'est complètement différent. Donc un RGO, déjà RGO acide ou non acide, patient sous IPP. Donc RGO, c'est pyrosis, régurgitation. Une dysphagie, c'est un blocage des aliments. D'accord? Un blocage des aliments au niveau du tractus.
on va vous dire, la nourriture ne passe pas, je la revomis, je vomis tout. Comment la bile peut remonter jusqu'à l'œsophage? Ben, la bile remonte jusqu'à l'œsophage comme les aliments de l'estomac remontent jusqu'à l'œsophage. Il y a une hypotonie du pylore, il y a un pylore qui est ouvert, donc on a le contenu duodénal qui remonte vers l'œsophage, vers l'estomac, et de l'estomac va remonter vers l'œsophage. C'est une question de tonus. Ah, je suis encore perdue. Hier, pour les explorations endoscopiques, on a dit que les AVK sont contre-indiqués avant la réalisation. Hier, pour les explorations endoscopiques, on a dit que les AVK sont contre-indiqués avant la réalisation de l'examen. Qu'en est-il pour les examens suscités? En fait, les AVK ne sont pas contre-indiqués, d'accord? Si le patient a une valve mécanique et qu'il est sous AVK et qu'il est dans son seuil, d'accord? Par exemple, s'il a une valve mitrale et que le seuil d'INR est entre 3 et 4, donc il est dans son seuil normal et qu'on ne compte pas faire de résection de polype ou autre, on pourra faire un examen diagnostique, par exemple une fibroscopie normale ou pH-métrie ou autre. Pour qu'on ne traumatise pas, il ne faut jamais forcer. Si on force, donc il y a un risque de traumatisme. S'il y a un traumatisme, il y a un saignement. S'il y a un saignement sous AVK, il y a un problème. D'accord? Donc, tant qu'on ne traumatise pas, il n'y a pas de contre-indication. Croissant gazeux indique une perforation de l'estomac, indique une perforation de l'estomac, de l'intestin et autres. C'est croissant gazeux indique une perforation abdominale. Ça veut dire qu'il y a du gaz dans le péritoine. Tous les organes qui sont dans le péritoine, il y en a un organe creux qui est perforé. Ce n'est plus une question. RGO non acide, est-ce que le patient souffre de pyrosis? Oui, il peut souffrir de pyrosis. Il peut tout à fait souffrir de pyrosis. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Il peut avoir la même symptomatologie.